Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Mark Auburn pour la parution de son livre 0,001%, l'expérience de la réalité. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mark Auburn, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère. Bonjour Alain. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle 0,001%, l'expérience de la réalité. Pourquoi ce titre ? Ce livre était censé s'adresser aux personnes qui ont des expériences directes de certains phénomènes, qu'il s'agisse par exemple de sortir du corps, ou alors ils ont assisté à la présence d'un ovni très très près. Enfin quelque chose qu'ils ont vécu en direct et qui leur a permis de ne plus douter et de passer du stade de l'hypothèse ou de la croyance au stade de la connaissance. Donc je m'imaginais que ces gens-là étaient peu nombreux, je les estimais à une personne sur 100 000, d'où le titre 0,01%, parce que mon propos n'était pas de balayer large, mais de m'adresser à ces gens-là pour leur donner un tableau un peu plus complet à partir de ce qu'ils ont vécu. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? Pourquoi ? Pour qui ? À qui s'adresse ce livre ? Vous avez répondu en partie à cette question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, de personnes qui sont en demande, qui sont en recherche ? Alors, disons que l'information circule. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques années, les gens se sentaient isolés. Donc, par exemple, ils vivaient une expérience proche de la mort et ils gardaient ça pour eux. Maintenant, les gens parlent. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. L'information se diffuse, même auprès de personnes qui ne seraient pas intéressées en premier lieu. Donc, voilà, je crois qu'il y a un véritable effet de halo autour de ces phénomènes-là et on les considère beaucoup plus au sérieux qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Ah oui, heureusement. Alors, le but de l'émission, c'est d'aider justement les gens qui sont en recherche, qui ont besoin de témoignages, d'informations, qui ne les obtiennent pas forcément dans la vie de tous les jours, à travers la famille, à travers les différentes religions. Nous allons donc essayer de leur apporter dans cette émission certaines réponses. Comment et à quelle époque ont commencé vos expériences ? Ah, écoutez, si on veut remonter à ma vie actuelle, immédiatement. Oui. Voilà, puisque je me souviens parfaitement des quelques minutes qui précèdent ma naissance officielle et dans l'endroit où je me trouvais à ce moment-là. Intéressant. Voilà. Ouais. Alors donc, quand vous êtes né, finalement, vous veniez pas d'une terre étrangère. Alors, quand je suis né, si on prend les minutes avant cela, j'étais dans la cour, l'équivalent de la cour du jardin de l'hôpital, dans un jardin à côté. Que j'ai reconnu d'ailleurs quelques années après, parce que j'étais devenu ami avec le fils, on avait 4 ou 5 ans, avec le fils du directeur de l'hôpital, il s'appelait Bernard de son prénom, et je suis retourné, parce que lui, son père a donc été logé dans cette maison qui était entourée de ce jardin, et je me dis, oh dis donc, ça a bien changé, ils ont planté des choses, là, ça a poussé, et je me souviens parfaitement à 5 ans d'être là avant ma naissance. Et donc, vous parliez à un moment donné du processus d'incarnation. Alors oui, là c'était la phase finale en l'occurrence, c'est-à-dire que je me suis senti attiré par la gorge d'argent, je suis né par césarienne et je me souviens très très bien de ces moments-là dans lesquels je voyais les choses en noir et blanc et en gris et le regard n'était pas développé comme... je me souviens de ça directement, quoi. Je ne sais pas si c'est officiellement reconnu, mais je me souviens que je voyais les choses en noir, blanc, gris, voilà, ce genre de choses, je suis né par césarienne. Et après votre naissance, alors que s'est-il passé ? Alors régulièrement des phénomènes de sortir du corps, c'est un banal parce que beaucoup de gens vivent ça. Je voyais, je ressentais des choses étranges dans mon corps, même tout petit, et comme si on séparait 2 aimants. Vous savez, mon père avait des aimants dans ses boîtes de bricolage, et je m'amusais à jouer avec les aimants, et j'ai pris la même sensation. C'est comme si on séparait 2 aimants, et je voyais le plafond m'arriver en pleine figure, et je me retrouvais en train de me balancer dans la chambre où étaient mes parents dans les premières années, en train de me balancer doucement en l'air, et puis je circulais dans la chambre, et puis ou sur les toits, je passais à travers la fenêtre, j'allais me promener dans les environs immédiats, et petit à petit, au fil des années, j'allais de plus en plus loin, j'ai exploré la petite ville où nous habitions, jusqu'au moment où je me suis enhardi pour aller beaucoup plus loin, mais j'ai appris beaucoup de choses,
que j'étais pas censé savoir à ce moment-là, dans ces petits voyages hors du corps. Et rapidement, j'ai eu la preuve que c'était bel et bien réel, quoi. Alors, au fur et à mesure du temps, je suppose que vous avez travaillé tout ça, ces possibilités que vous aviez. En fait, non, puisque il y a le poids culturel qui fait que personne ne parle de cela. Alors, il y a les religions qui font leur petite affaire en ignorant tous ces phénomènes-là, qui sont hyper réels, et essaient de vendre leur propre conception du monde. Et donc, j'ai un peu mis mon mouchoir par-dessus, je vivais des expériences hors normes de manière erratique, sans pouvoir les raccrocher à aucun système de pensée, on va dire culturel, normal. Mais j'étais frappé par certaines expériences extrêmement fortes et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi personne n'en parlait, quoi. Et il a fallu en fait tomber à l'âge de 16 ans, ou un petit peu plus de 16 ans et demi, sur un livre qui décrivait ces choses-là. D'un seul coup, tout s'est éclairé pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai écrit 0,01%, pour prendre le relais, pour dire voilà, j'ai bénéficié de livres qui m'ont ouvert les yeux, et je veux rendre l'appareil à ceux qui cherchent. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, quoi. Alors justement, ces témoignages ont une grande importance. Je parle de certaines personnes, en l'occurrence moi, à 6 ans, 7 ans déjà, je me posais des questions, je me disais mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe, il y a un gros problème, mais un gros problème. J'ai essayé de questionner mes parents, mais comme vous évidemment, bon voilà, aucune réponse. Donc je me suis dit je vais aller voir les curés. Mais à 3 ans j'étais un peu rébarbatif envers ces gens-là parce que je sais pas, il y avait quelque chose, j'étais pas en harmonie avec eux, et je me suis dit je vais quand même aller les voir puisqu'ils s'occupent de toutes ces choses-là. Ils sont censés savoir nous guider, et je suis rentré par la porte, je suis ressorti par la fenêtre, et je me suis dit oh là là, et là il y a un problème, et ça m'a perturbé dans mon enfance. Vraiment, j'étais plus à rechercher ces choses-là, à me retrouver moi-même, et il y a eu un moment de flottement et un moment d'angoisse. Jusqu'à temps que je tombe sur le livre de Raymond Moody. Alors j'avais 20 et quelques années, voilà. Et donc c'est pour ça que je comprends ces gens-là. Et ces gens-là, moi j'en ai tous les jours à la radio qui sont en recherche, qui posent des questions. C'est pour ça que je voulais recevoir votre témoignage. D'accord, mais écoutez, ça va dans le bon sens, je pense. Ce que vous dites là de votre vie, effectivement, indique que vous étiez en recherche et que vous avez certainement des traces d'expériences ou de souvenirs précis qui vous indiquent que la réalité elle est bien plus large que ce qu'on nous raconte normalement, quoi. Bien entendu. De manière dogmatique. Bien entendu. Alors, le problème, c'est de le comprendre, c'est une chose, mais le vivre, c'en est une autre. C'est bien mieux de le vivre. Voilà, bien sûr, c'est ça. Vous avez vécu, vous, Alain, des choses... Alors, je pense que j'ai vécu des mini-sorties. J'avais 3 ou 4 ans, j'avais le nez au carreau, et puis je rêvassais, comme ça. Je suis tombé dans la cour. Je suis tombé dans la cour, puis je suis revenu comme ça, et j'ai dit à ma tante qui m'élevait à ce moment-là, mais pourquoi t'étais en colère hier puisque t'as voulu me jeter par la fenêtre? Elle m'a dit, mais Alain, je t'interdis. À partir de la ville, vous êtes retrouvé dans la cour? Ah oui. Ok, bon là, effectivement, oui. Et je suis revenu. Et 3 fois comme ça, et moi je me suis dit, elle est en colère, elle a voulu me jeter par la fenêtre. Oui, vous avez vécu certainement une courte expérience hors du corps, mais voilà, ça peut s'opérer de toutes les façons possibles, mais le dénominateur commun, c'est que c'est vécu comme étant quelque chose d'extrêmement réel. Oui, voilà. Alors, je me souviens aussi, pour moi c'était un rêve, mais je pense que c'était pas un rêve. J'avais à peu près 4 ans, oui à peu près, pas plus. Et je marchais le long d'une route, il y avait de l'herbe, une route de campagne, et je voyais mes jambes lumineuses. Oui. C'est-à-dire comme des filaments électriques. D'accord. Alors c'est des petites choses, bien entendu. Alors maintenant. Non, c'est pas anodin, c'est des indices qui vous montrent. Quand on connaît le processus après, c'est des indices qui vous conduisent sur la bonne voie. Voilà. Par contre, il y a 15 jours, j'étais en phase de réveil et je me réveille et puis j'allume la télé un peu pour me réveiller et puis je me suis dit bon maintenant il faut que tu te dépêches, t'as des rendez-vous à la radio, faut que tu y ailles. Puis je me suis assoupi à nouveau et j'entendais toujours la télé. J'entendais, je comprenais ce qu'il disait. Par contre, je me suis retrouvé dans la chambre d'à côté, mais c'était plus le même décor. Oh, j'ai dit tiens, c'est bizarre, le décor a changé. Là, à la place de cette fenêtre, il y a une porte-fenêtre. J'ai trouvé ça bizarre, puis j'entendais toujours la télé. Et je me suis dit bon, allez, il faut que tu ailles à la radio. Et quand il faut que tu ailles à la radio, je me suis réveillé dans ma chambre normalement, toujours en entendant la télé. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. Oui, écoutez, voilà, c'est quelque chose d'assez explicable, effectivement, mais bon, assez ordinaire. Je ne voudrais pas réduire ce que vous venez de raconter, mais effectivement, oui, vous êtes passé à une légère différence de vibration. Et là, effectivement, on observe que quelquefois les maisons ou les rues sont un petit peu différentes, tout en étant très proche de ce qui se passe sur le plan physique. Vous avez une espèce de réplique imparfaite du monde physique. Voilà, il est bien connu des voyageurs, ce lieu-là. C'est le lieu qui est juste à côté.
D'accord. Et puis je vois des orbes depuis 2 ans, mais tous les jours. Hein. J'en ai vu tout à l'heure, des bleus. Tous les jours je vois, et les techniciens de la radio les voient aussi. D'accord. Donc voilà, c'est des phénomènes quand même intéressants. Mais moi je les cultive. Hein. C'est-à-dire, plus j'ai des phénomènes, plus je suis rassuré. D'accord, oui, mais c'est en même temps votre cerveau qui s'habitue à imprimer ce genre de perception et de compréhension, et plus les neurones s'habituent, plus ils sont aptes à percevoir et à aller plus loin. C'est vraiment une histoire de programmation. Hein. Oui. Alors vous parlez de monde parallèle, qu'entendez-vous par monde parallèle? Parce que tout le monde en parle. C'est assez simple à expliquer. On va prendre une analogie en prenant une surface plane avec 2 dimensions, la longueur, largeur. La 3e dimension, c'est la hauteur. Donc on va prendre une espèce d'analogie, on va ramener ces 3 dimensions à 2, et quand on prend la dimension vibratoire, donc on a quelque chose comme une hauteur qui s'élève au-dessus des 2 autres dimensions, en fait au-dessus des 3 dimensions. Donc en fait on a des univers qui peuvent coexister ou non sur le plan géographique, mais qui sont décalés vibratoirement, exactement comme une note de musique. Voilà. Donc quand on le vit, on le comprend très très bien. Hein. C'est vraiment, les gens parlent beaucoup de vibrations, mais c'est aussi simple que ça. On finira scientifiquement par pouvoir naviguer dans ces univers-là, puisque nos amis extraterrestres le font technologiquement depuis des millions d'années, bien plus que ça. Donc les dimensions supplémentaires sont simplement des dimensions vibratoires supplémentaires, et à mon sens, pour autant que je puisse en juger, malgré les traditions qui reportent le nombre de 7 ou de 11 ou de 9 ou je ne sais quoi, à mon avis, il y en a un très très grand nombre, et peut-être même une infinité. Ouais. Alors c'est une question de fréquence, tout simplement. Tout à fait. Alors certaines personnes confondent les extraterrestres avec les dimensions où se trouvent les décédés. Quelle est la différence selon vous? Écoutez, il y en a peut-être pas tant que ça. Il faut vraiment réexpliquer globalement comment est structuré le cosmos. Alors effectivement, il y a le cosmos physique, sur le plan physique, avec une fréquence vibratoire qui est la même pour tout le cosmos physique, hein, ce qu'on observe avec les télescopes, etc., le Big Bang et tout ça. Et après, pour l'octave supérieure, il y a encore un autre cosmos. Je dirais, intuitivement, que plus on monte dans les fréquences, plus les univers sont vastes géographiquement, si on peut parler de ça. Et j'ai l'impression que quand on descend, au contraire, les univers sont moins vastes, mais ils sont quand même extrêmement vastes. Hein, le cosmos physique est extrêmement vaste. Donc les extraterrestres, on peut les définir de différentes façons. Ce sont les gens qui peuvent être issus de ce monde physique-ci, c'est-à-dire sur cette octave précise, qui définit notre monde physique, mais venant d'autres régions de l'espace. Premier point. Première catégorie d'extraterrestres, on peut dire qu'ils sont un peu chez nous, tout en étant d'ailleurs, mais ils sont d'ailleurs géographiquement, mais pas d'ailleurs vibratoirement. Et il y a une autre catégorie d'extraterrestres qui sont vibratoirement, d'un point de vue harmonique, venant d'ailleurs. Alors, ça signifie pas grand-chose de dire que géographiquement ils viennent d'un endroit différent, puisque la géographie, ils viennent d'autres niveaux de vibration. Alors, ça vient être compliqué par le fait que la plupart des civilisations avancées sont capables de naviguer dans une certaine frange de vibration. Une civilisation avancée qui a quelques millions d'années sur nous, quelques dizaines de millions d'années, va pouvoir, avec les vaisseaux, passer d'un état X à un état Y ou état Z, etc. Ils ont une frange de navigation qui leur permet, quand ils sont sur Terre, de devenir littéralement... Ils sont là et pas là en même temps. C'est-à-dire, ils passent sur une vibration supérieure, avec la totalité de leur bagage, on peut dire, et de leur vaisseau. Donc, pour nous, ils sont complètement indétectables. Mais quand ils veulent se rendre visibles, c'est très facile. Il suffit de baisser la fréquence de la totalité du vaisseau, ils apparaissent. Donc, la réponse est complexe. Effectivement, les décédés, les anges et tout ce que vous voulez se trouvent sur d'autres niveaux vibratoires. Mais les extraterrestres sont tout à fait capables d'être originaires de ces autres niveaux vibratoires ou bien de circuler technologiquement. Alors, les extraterrestres ont un corps différent de celui des décédés. Alors, le corps des décédés, là, on va prendre des choses assez précises. On va prendre le corps des décédés pour commencer. Le décédé originaire du plan physique, je parle bien de cela, parce qu'on peut être incarné sur une planète avec un taux vibratoire beaucoup différent, plus élevé, ou voire moins élevé, hein, s'il y a d'autres mondes en dessous d'une autre. Et j'en parle à un certain moment dans le livre. On n'est pas l'échelon le plus bas. Voilà. Donc, les décédés qui quittent leur corps, qui abandonnent leur corps de chair, ils sont encore enveloppés d'énergie éthérique, ce que j'appelle la glu, la glu énergétique. Alors, ils en ont plus ou moins et qui leur permet d'accéder à un certain niveau, voilà, en fonction de ça. Ensuite, pour une part d'entre eux, ils gardent cette énergie, ou une petite part d'énergie plus ou moins importante, disons, après leur décès, et ils se réincarnent tôt ou tard. Mais pour une part d'entre eux, ils abandonnent totalement cette énergie, ça les fait monter nettement plus haut, on va dire, vibratoirement. Donc dans leur corps, ce que j'appelle le corps de lumière, qu'on appelle aussi le corps astral. Et une part d'entre eux, encore moindre, va perdre ce corps astral pour passer dans un corps mental qui a la caractéristique de n'être plus humanoïde. Bon, c'est une espèce de globe de lumière, mais à travers laquelle on perçoit leur identité quand même, d'une manière très très nette. Donc il ne faut pas croire que ça devient flou au monde, et au contraire les choses deviennent beaucoup plus précises et beaucoup plus complexes. On n'est
dans le rêve, on est dans le contraire. Oui. Alors justement, certaines personnes nous disent que, enfin, surtout les témoins qui ont vécu des NDE, nous disent que l'univers de l'autre côté est beaucoup plus tangible que celui-ci, celui où nous sommes. Tout simplement parce que la conscience est plus importante, la lucidité. Qu'est-ce que c'est que notre conscience? Je le définis moi par 2 ou 3 paramètres, mais le premier paramètre c'est une espèce de lucidité, c'est-à-dire je suis conscient de là où je suis. L'autre paramètre c'est la mémoire. Bon, un autre paramètre dans la lucidité, ça peut être la rapidité de la pensée. Quand vous montez en vibration, vous en rendez compte lors d'une sortie hors du corps, d'un seul coup, vous êtes branché sur... vous êtes vraiment très très puissant, vous voyez, si vous avez une lucidité extraordinaire, un sentiment d'exister extraordinaire, une acuité extraordinaire, une mémoire qui déborde largement ce que votre cerveau physique est capable de faire. Vous vous souvenez, commencez à vous souvenir de vos vies passées, de bien d'autres choses. Donc voilà, c'est la lucidité induit que vous avez un sentiment de réalité là où vous vous trouvez qui est beaucoup plus grand, parce que vous percevez également par des sens qui sont plus nombreux, plus variés, plus complexes, avec une palette de sensations beaucoup plus grande, quoi. Donc effectivement, le sentiment de réalité est là. Et imaginez-vous en ce moment en train de vous comparer à quelqu'un qui a toujours vécu dans un vêtement lourd, cotonneux, et perçoit le monde de manière beaucoup moins sympathique que vous. C'est sûr. Vous êtes en contact direct avec les choses, avec votre peau, avec vos yeux. Imaginez qu'il y ait des lunettes de soleil. Bon, c'est ça, c'est notre situation sur Terre. On est engoncé dans la matière, on perçoit pas grand-chose, on est endormi. Alors Jacqueline Bousquet nous disait à ce micro que nous étions des êtres multidimensionnels, que ce monde où nous sommes en ce moment était une illusion, que nous le rêvions. Alors écoutez, il y a une conception de l'univers, même des univers, qu'on peut partager. Après, c'est un débat qu'on peut avoir. C'est que la totalité de la réalité est d'ordre mental. Moi, je ne suis pas du tout contre cette définition, et je la sens assez bien, mais à un certain niveau, si vous voulez, le débat s'efface pour passer à la place à autre chose. Mais oui, on peut envisager qu'effectivement, la totalité de la réalité, j'en parle dans un chapitre qui s'appelle Conscience. Voilà, et c'est un des chapitres peut-être les plus difficiles à saisir, mais bon, c'est un chapitre important, comme je le dis, c'est que pour moi, il n'y a rien qui ne soit conscience et pure conscience, quelles que soient les choses qu'on considère, donc même un objet apparemment inanimé. Dans cette conception-là, la totalité de la création est quelque chose de conscient, et pure conscience est rien d'autre que pure conscience. Donc là, effectivement, à ce moment-là, tout étant d'ordre mental, tout peut être considéré comme une création de l'esprit. Ouais. Alors ça peut être d'ordre mental, on peut dire que c'est une illusion, mais à la fois structurée. Mais l'illusion, elle est réelle. Elle est réelle, oui, c'est ça. L'illusion est réelle, et on est dans les paradoxes. Et il faut bien comprendre que le cerveau physique a du mal à jouer avec les paradoxes, mais les cerveaux supérieurs, le psychisme supérieur, ça ne lui pose aucun problème. Il joue avec les paradoxes, avec les objets qui sont là et pas là en même temps. Donc notre cerveau est très très peu capable de concevoir ces concepts. Donc oui, une illusion, mais une illusion réelle en même temps. On voit bien que cette illusion est réelle d'une certaine manière. Elle est à la fois illusion et non-illusion. Alors selon vous, l'incarnation physique dans notre dimension représente quoi? Et surtout, que faisons-nous ici? Quel est le véritable but de notre incarnation? Alors il semblerait que ce soit quelque chose, j'utilise des précautions, mais à mon échelle, de ce que je suis capable de comprendre, il semblerait que ce soit comme une sorte d'école dans laquelle on devrait apprendre quelque chose qu'on sait déjà, mais d'une autre façon. L'incarnation sur Terre, c'est une chose sur laquelle il est bon d'insister. Elle est que transitoire, c'est-à-dire vous allez vivre une série de vies sur cette planète et dans cette dimension. Vous n'allez pas y rester l'éternité. Et avant cela, et je vais venir à un sujet qui me paraît important, avant cela, vous étiez ailleurs. Vous étiez ailleurs, ou dans une dimension différente, ou dans un lieu cosmologiquement éloigné. Et bien souvent, vous veniez d'une planète où il y a des volontaires qui arrivent ici pour donner un coup de main. Et j'observe dans ma vie, depuis quelques années, j'observe même directement sur moi, par mon expérience personnelle, que ces personnes qui sont venues pour donner un coup de main, au sens où, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dolores Cannon qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Et moi je trouve que c'est la meilleure explication. En tout cas, ça recoupe complètement ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu. Je trouve qu'elle a tout à fait raison. On a affaire à une planète qui est assistée dans son évolution, par à la fois de manière discrète, par des extraterrestres qui sont là dans leur vaisseau et qui sont discrets quand ils veulent bien l'être, et quand ils veulent pas être discrets, ils apparaissent en particulier au-dessus des installations nucléaires, et de manière encore plus discrète par des volontaires qui se sont incarnés, qui ont pris des corps humains pour agir sur l'humanité et les aider à s'éveiller. Et pas plus tard que ce week-end, j'ai eu encore une démonstration de ça, c'est extrêmement frappant. Alors justement, je me pose toujours la question, enfin un peu moins maintenant, mais pendant de nombreuses années, je me suis posé la question, comment peut-on être ici sans avoir de souvenirs, sans se poser de questions? Pour moi, c'est pas possible. Écoutez, ça, moi je le vois, alors je vous livre mon analyse, j'ai beaucoup réfléchi évidemment à ces questions-là, parce
que quand vous vivez des expériences, des petites expériences, comme j'ai pu en vivre avec d'autres avec moi, vous arrivez vous résolvez entre guillemets 14 ou 15 questions que tout le monde se pose assez facilement, mais il y en a 1000 nouvelles qui se lèvent. Donc, moi je vois la chose de la manière suivante. Vous arrivez pour vivre un cycle d'incarnation sur Terre, et il y a une espèce de courbe d'involution dans laquelle vous perdez progressivement la mémoire jusqu'à la perdre complètement. Et petit à petit, vous êtes en phase d'acquisition de nouvelles connaissances et d'une nouvelle lucidité au sein de l'univers terrestre. Et cette amnésie commence à s'effacer. Et petit à petit, vous savez qui vous êtes. Vous vous souvenez de vos vies passées, terrestres ou non, et vous prenez conscience de la réalité de plus en plus, jusqu'au moment où vous ressortez du cycle, et là, vous passez à autre chose. Bon, ça, c'est le schéma général, mais il est très très frappant de rencontrer des gens de plus en plus, qui sont là manifestement depuis peu, et Dolores Cannon en parle, qui sont des volontaires qui s'incarnent pour la première fois dans un monde lourd et difficile, où les gens sont des primates, tels que je le décris ici. On est des primates extrêmement peu évolués, vraiment des sauvages. Il faut être objectif. C'est vrai, oui, tout à fait. Quand on regarde les choses de manière objective, on n'est pas plus que ça. Quand je dis on, c'est l'idée qu'on se fait de l'humanité. Oui, en général. Du point de vue des patrons, ce que j'appelle les patrons, on est vraiment une bande de primates très peu évolués qui ont eu le malheur d'inventer la bombe nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on est un peu surveillé de près. Voilà. Donc on a des races de volontaires qui viennent de différents systèmes, mais en général sont nos voisins dans un rayon de 30 ou 40 années-lumière, d'après ce que j'ai pu comprendre, et qui s'incarnent. Et ces gens-là, ils ont toutes les mêmes caractéristiques que décrit parfaitement Dolores Cannon. Et quand j'ai rencontré Dolores Cannon lors d'une conférence peu de temps avant sa mort aux États-Unis, moi j'étais extrêmement frappé parce qu'elle utilisait littéralement le vocabulaire et les tournures d'esprit que j'utilisais moi-même. Donc j'ai compris qu'elle avait touché du doigt, mais bon, elle avait 50 ans d'expérience, cette dame. Elle avait touché du doigt quelque chose de profond, et elle m'a ouvert les yeux sur une pièce de puzzle qui se promenait dans mon esprit que je ne pouvais pas emboîter. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, je me dis, la pièce est venue se poser clac comme ça. J'ai dit, nom d'un chien, celle-là est flottée, elle a trouvé sa place. Ça s'est éclairé d'un seul coup. Ces volontaires, on les repère systématiquement. J'en ai encore vu récemment. Ils ont depuis le début une grande lucidité, une grande sensibilité, et ils ont le sentiment qu'ils n'appartiennent pas à ce monde, ils ne le comprennent pas, mais en même temps ils ont le sentiment qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce monde. Oui, alors finalement c'est ce que ça me fait. Je suis quelqu'un qui est très positif, qui aime bien rire, j'aime pas la négativité, j'aime pas la guerre, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Bon, même quand j'étais gamin, j'étais comme ça, et on me ramène toujours sur ce terrain, et moi je le repousse. J'ai toujours repoussé toutes ces choses, et puis pas de réponse. Alors pas de réponse. Enfin, les réponses je les ai trouvées évidemment, mais c'est quand même la galère, hein. Mais vous avez le profil d'un volontaire, quelqu'un qui a un degré limité de souvenirs précis, parce que apparemment c'est pas votre cas. Mais par contre vous avez quand même plus qu'en filigrane le sentiment que vous avez quelque chose à faire, et vous le faites en ce moment. Alors moi-même on parle, vous remplissez votre rôle qui est de diffuser un certain type d'information, et ça énergétiquement et mentalement ça a un impact immédiat ce que vous êtes en train de faire. Donc vous remplissez votre rôle, et c'est ça l'essentiel, peu importe ce dont vous vous souvenez ou pas, ça dépend de votre plan initial, mais là vous remplissez votre fonction. Là, je vais vous rassurer. Oui, mais c'est surtout que je voulais me rassurer à certains moments, d'où je venais, parce qu'avec tous ces gens qui vous plombent quand vous êtes gamin, qui vous disent on te met dans une boîte, c'est terminé, c'est fini. Mais j'ai dit c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous racontez? Donc quand même c'est traumatisant. Quand vous vivez ça à 7-8 ans, c'est quand même traumatisant. Et depuis j'ai rencontré plein de gens comme ça qui ont besoin de ces réponses et qui tapent à la porte, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'à travers les émissions, j'essaie modestement de leur apporter les réponses les plus précises possibles. Vous leur fournissez une série de réponses sur lesquelles ils vont faire un tri en fonction de leur sensibilité du moment, et c'est bien, ils font leur marché après. Hein. Oui, ça c'est clair. Alors certains expérienceurs de NDE nous disent avoir voulu rester de l'autre côté, mais assez rapidement ils ont compris qu'il fallait revenir sur Terre pour X raisons. Du coup, ils aimeraient bien rester. Je vous garantis. Mais ils ont dit que... C'est pareil, on me donnerait le choix, moi bien souvent je serais vraiment resté. Hein. Oui, je me doute. Mais ils ont dit que le suicide est une aberration. Oui, ça correspond à une sorte de démission, et puis une sorte de baisse on va dire d'énergie. J'ai moins la pêche pour faire mon boulot. C'est un peu comme si vous abandonniez, vous étiez en train de réparer une voiture pour un de vos amis, puis d'un seul coup, au milieu de la réparation, vous dites moi j'en ai marre. Je
je le plante là avec sa voiture et j'arrête. Ça me marre, c'est fatigant. Oui, c'est clair. Mais bon, moi je comprends que certaines personnes soient Oui, non, on peut le comprendre, oui. Bon, je veux pas juger. Ah non, c'est pas un jugement, hein, pas du tout. Non. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des moments dans la vie qui sont extrêmement difficiles. Ah oui. On les a tous plus ou moins vécus, mais certains vivent des vies extrêmement difficiles. Et ces gens-là sont d'autant admirables qu'ils vivent des vies difficiles. Et moi, je ne juge pas quelqu'un qui vit des vies difficiles. Je dis que pour en arriver là, il a fallu qu'il soit extrêmement malheureux et dans une grande détresse et peut-être dans une grande solitude. Donc voilà. Et même courageux. Moi, je dirais même courageux. Oui, ce sont des gens extrêmement courageux. Voilà. Donc les gens qui vont jusqu'au suicide, mon Dieu, on peut avoir que de la compassion pour eux. Absolument. Moi, j'ai eu un grand-père qui s'est suicidé comme ça très jeune et franchement, c'est c'est très difficile à vivre. Oui. Et donc, pour être un peu plus positif, on va dire, on nous pose souvent des questions sur l'État. Comment on est de l'autre côté? Alors bon, je peux vous en faire une tartine si vous voulez. On peut passer la soirée. Allez-y, essayez de nous expliquer parce que ça c'est la question récurrente. Partant du principe que vous venez de mourir, on va prendre ce cas-là. On va pas prendre le cas où vous êtes depuis 1000 ans dans les mondes supérieurs. L'état dans lequel vous êtes dépend essentiellement, à 95%, de la quantité de glu énergétique que vous avez embarqué avec vous et qui vous environne, qui parcourt encore, qui vous colle un petit peu la peau du corps astral. Donc ça c'est quelque chose de fondamental que les gens ignorent et c'est aussi valable pour les voyageurs hors du corps. Alors, vous savez, depuis que j'écris le livre, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me racontent de sortir hors du corps et qui ont un certain type de problème. Et c'est presque toujours le problème de la glu éthérique qui les alourdit, qui les empêche d'aller loin, voire qui voilent leur vision. Donc, on a travaillé avec certains sur le sujet et on arrive à résoudre le problème et c'est magique. Une fois qu'on arrive à se débarrasser d'une partie de cette glu, effectivement, ça, d'un seul coup, on retrouve la vraie liberté et ça va vite. Donc, tout dépend de la quantité d'énergie primaire, parce que c'est de la quasi-matière que vous emportez. C'est un peu comme vous emportiez de la boue avec vous. Voilà. Donc vous en débarrassez d'une manière ou d'une autre, en partie ou en totalité, et là c'est la qualité de votre pensée globalement qui va déterminer l'endroit où vous allez. Alors c'est un peu comme un diapason qui résonne à une certaine note. Votre diapason c'est votre mental supérieur qui va émettre une certaine note, et cette note va vous amener naturellement à aller dans un monde qui correspond en harmonie avec cette note-là. C'est pas plus compliqué que ça. J'en ai pris conscience il y a déjà quelques années. L'état de conscience et le lieu où vous vous trouvez sont une seule et même chose. Voilà. Particulièrement dans l'autre monde, au moment où les inerties s'effacent. Donc vous allez naturellement à l'endroit où votre esprit vous porte et le lieu où vous êtes en harmonie. Alors si vous êtes un sale type, provisoirement, parce que ça dure jamais l'éternité, vous allez aller dans un endroit pas sympa, et il y en a. J'y suis allé, j'ai visité, j'ai vu. Donc c'est bel et bien, ça existe, mais jamais de la vie, contrairement à ce que disent les sacrées religions. On y va pour l'éternité et pour être puni. Voilà. Donc ça c'est une immense foutaise et un mensonge éhonté des religions qui prétendent ce genre de choses. Alors justement, on parle de ça, des religions. Que pensez-vous des religions ou des gens qui prétendent que c'est dangereux de partir de l'autre côté? Attention, la corde d'argent va se couper, vous êtes possédé. J'aimerais bien qu'ils essayent de faire un voyage du corps. Moi, je leur répondrai quelque chose de très simple. Je ne croyez rien, en tout cas pas ces fadaises-là. Expérimentez par vous-même, vous verrez bien comme c'est facile que la corde d'argent se coupe. Vous pouvez les tirer sur des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière. Elle va vous ramener à votre corps physique quand elle décidera, enfin quand le corps décidera. Alors vous savez, pour la casser, je sais pas comment on fait. C'est bien justement le problème. Ça, c'est un des trucs les plus solides qu'on puisse imaginer. Non, ça casse pas, ça, ce truc-là. Mais ça, ce ne sont que des gens qui ne font rien, qui n'ont rien expérimenté par eux-mêmes, ou alors pratiquement rien. Ce sont des ignorants qui disent ça. Quand vous avez expérimenté le voyageur du corps, vous voyez que s'il y a certains inconvénients, ils sont très peu nombreux, et que vous avez au contraire un champ d'expérience qui s'ouvre devant vous qui est absolument extraordinaire. Donc, non, la dangerosité de ce genre de choses, non, excusez-moi le terme, c'est une énorme foutaise proférée par des ignorants. Voilà. Il est plus dangereux de prendre sa voiture pour aller faire les courses que de sortir. Oui, bon, vous n'allez pas mourir, hein. Quand on voyage australien, si vous mourrez, vous avez du pot, hein. Vous revenez pas. Donc c'est plutôt un coup de bol, là. Moi, je souhaiterais que ça m'arrive, honnêtement. Alors là, oui, c'est d'un seul coup, à l'autre bout du fil, il y a mon corps qui dit, ah, ça y est, je meurs. Ah, bah oui, bon, moi, je reste où je suis, c'est parfait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Mark Auburn pour la parution de son livre 0,001%, l'expérience de la réalité.
Comment percevez-vous justement les entités? Je suppose que vous rencontrez du monde de l'autre côté. Oui, il y a du monde, c'est peuplé, hein. Ah oui. Partout. C'est pas comme ici alors, parce que ici c'est peuplé aussi, hein. Oui, mais on se sent... Il y a du monde partout, les gens ne savent pas, mais il y a du monde absolument partout. Mais on se sent peut-être moins seul de l'autre côté qu'ici finalement. Ah ben, il y a des endroits où vous pouvez vous sentir seul, hein, oui. Si vous voulez. Oui, on peut s'isoler. Et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez trouver du monde, il y en a, hein. De toutes les sortes. Ouais. Paraît-il que certains expérienceurs nous disent qu'il y a des gens qui font de la musique, il y a d'autres qui sont... Voilà. Si vous voulez, dans le domaine, quand vous montez en vibration, d'abord, il y a plusieurs caractéristiques. Alors, vous me posiez la question sur l'état. Oui. Eh bien, une des caractéristiques qui peut être utile à ceux qui nous écoutent, c'est l'intensité de la lumière. Alors voilà, quand vous avez une intensité qui augmente, c'est que vous êtes en train de monter en vibration. Et rétrospectivement, le monde physique va vous paraître extrêmement terne, même si vous habitez au bord de la Méditerranée. Je vous assure que c'est vrai. Oui, je me Donc, la lumière devient de plus en plus forte. Je comprends, vous allez vous dire c'est pas possible, mais non, c'est possible, ça va continuer. Donc, beaucoup de lumière qui va pas vous brûler, qui va pas vous détruire, mais les choses vont devenir chatoyantes, avec des couleurs nouvelles qui vont apparaître sous vos yeux, entre guillemets, parce que vous pouvez percevoir par autre chose que vos yeux dans votre corps de lumière. Et là, le champ d'expérience va aller de pair, c'est-à-dire que les sensations à tout point de vue, que ce soit des sensations tactiles, auditives, visuelles, enfin toute la palette va s'ouvrir et les sensations mentales vont s'ouvrir également. C'est un peu comme si vous étiez, je prends souvent cette image, sur Terre dans un cube d'1 millimètre de côté, que d'un seul coup vous émergiez dans l'espace normal. Là, vous libérez, là d'un seul coup vous découvrez stupéfait que le monde est immensément complexe et immensément vaste dans toutes les directions. Donc c'est ça qui vous attend quand vous montez. Donc la palette, elle est immense, elle s'étend dans toutes les directions en même temps et la liberté est incommensurable. On essaye d'imaginer ce mélange de couleurs et en même temps de lumière. C'est assez difficile à... Vous voyez par exemple un objet, vous le voyez, si vous créez un objet ou si cet objet est créé de manière préexistante par quelqu'un d'autre, mais c'est valable sur le plan physique, vous voyez, vous le regardez de tous les côtés en même temps, tout en étant à une position déterminée, si on peut dire, et également de l'intérieur, donc vous voyez, c'est assez particulier à expliquer, le cerveau physique se refuse d'enregistrer un truc pareil, il est habitué à percevoir quasiment en dimension 2, parce qu'il y a une image plate, même s'il est capable de, en grosso modo, déterminer la profondeur, mais bon, il n'y a pas une énorme aptitude. Vous avez un sens extraordinaire de la profondeur, et bien plus que ça quand vous êtes en vision astrale avec votre corps astral. Là, c'est vertigineux, quoi. D'un seul coup, vous percevez les distances avec beaucoup plus d'acuité. Oh là là, mon Dieu. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est beaucoup plus tangible, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tangible, mais je vais vous donner un exemple. Vous vous baladez en voiture à 200 à l'heure, ce qui est interdit en France, mettons en Allemagne. Vous regardez les arbres défiler à côté, vous voyez une traînée, vous voyez. Il n'y a rien du tout. Dans le corps astral, vous voyez pas du tout une traînée. Vous voyez chaque feuille qui défile à 200 km/h, mais vous la voyez. Effectivement. Alors, vous déconseillez évidemment l'emploi de drogue sous prétexte de vouloir fuir, ce monde terrestre est difficile. Alors non, c'est pas... j'ai un autre type d'explication. On pose souvent la question. L'utilisation des drogues, et il est assez à la mode de parler de la yushka ou de l'iboga, ce genre de choses. Alors écoutez, moi, je prétends pas être un directeur de conscience pour qui que ce soit. Je vous parle de ce que j'ai compris. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mon Dieu. Donc, le monde peut être vu comme entièrement mental, mais il peut être vu également comme étant régi par l'intention en toute chose, avec un grand I. Alors l'intention, il faut le définir, mais on y passerait la soirée. Mais néanmoins, il faut savoir que tout élément de la nature a sa propre intention. Et quand je vais utiliser une substance, une drogue, une plante, peu importe, qui va avoir un effet psychotrope, je crée une espèce de contrat avec cette plante, cette substance, qui consiste à déléguer mon intention à son intention à elle. Donc c'est un peu comme lui dire, tu prends la barre, tu m'emmènes où tu veux. Et la plante accepte, que ce soit du hashish ou n'importe quoi, ou de l'iboga. Et d'ailleurs, dans le cas de l'iboga, elle sait très bien de quoi il s'agit, donc elle accepte, puisque c'est le contrat. Mais simplement, il faut savoir que cette plante n'agit que pour son propre compte, parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. C'est le contrat. Il dit, tu m'emmènes où tu veux. Et donc, elle a sa propre intention, et avec vous, elle va jouer avec sa propre intention en fonction de son propre plan, parce que provisoirement, c'est le pouvoir que vous lui avez donné. Moi, je préfère diriger ma barre et de choisir mes caps dans la mesure du possible. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que l'effet des drogues, plus elles sont fortes et plus elles sont utilisées de manière répétée, vont vous rendre prisonnier après votre mort physique. Et vous ne pourrez pas monter beaucoup en vibration. Vous risquez d'être enchaîné au plan physique assez longtemps. Il n'y a rien d'éternel dans la gamme. Et beaucoup de gens qui ont forcé sur les drogues vont devoir rester englués dans la matière éthérique, à regretter beaucoup, pas toujours au début parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive,
et ils perdent beaucoup de temps, ils souffrent, à mon avis, inutilement. Mais bon, en même temps, c'est pas pour l'éternité. Alors écoutez, vu d'un point de vue cosmique et éternel, c'est pas très grave, mais bon, quand même, il faut savoir les effets que ça a. C'est pas neutre du tout. Ça a des effets sur l'instant, où vous déléguez votre intention à une autre intention. Et ça a des effets durables après, mais y compris sur la vie post-mortem. Mais il n'y a pas un moyen de s'en libérer, alors peut-être ici avant ou après, quand on est de l'autre côté, en prise de conscience. S'en libérer, les choses finissent par s'épuiser. Hein. Ça peut durer 3 ans, entre guillemets, référence au temps physique, ou ça peut durer 4 siècles. Voilà, c'est tout. Mais on finit par s'en libérer et passer à autre chose. Personne ne reste figé à son niveau d'évolution. Ça, c'est des blagues racontées par les religions aussi. Et c'est un nouveau mensonge et honté. Le mensonge qui consiste à dire que vous vivez une petite vie de entre 0 et 90 ans et que pour le reste du temps, c'est-à-dire l'éternité, vous allez dépendre de cette toute petite vie de rien du tout. C'est une absurdité, un mensonge et une imbécilité prodigieuse. Oui, alors ça, j'avais 7 ans et je l'avais déjà compris. Hein. Voilà. Franchement. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Qu'est-ce que c'est que bon, ça correspond à leur niveau. Ils sont en bas de la courbe, ils sont en train de s'endormir et c'est parfait pour continuer à dormir que d'adhérer à une religion. Voilà. Ça permet de bien dormir. Pure idiotie. Donc, on parle de protection, de guides spirituels. Est-ce que vous avez rencontré justement ce qu'on appelle des guides? Oui, ils sont présentés à moi de manière spectaculaire. Ah oui? Et un de mes amis, que je raconte dans le livre, il s'appelle André, il est gynécologue. Il s'en souvient encore. Oui, ils sont présentés à moi. Moi, j'avais convoqué personne. Ils sont montrés à moi de manière spectaculaire. Donc, oui, ils sont bel et bien là. Quand ils veulent faire des démonstrations de présence avec tout ce qu'il faut, ils savent le faire. C'est souvent leur propre plan. Mais moi, je les appelle mes amis, c'est-à-dire je les considère que ce sont des gens, des personnes qui sont grosso modo du même niveau d'évolution que moi, mais qui n'ont pas d'enveloppe physique, mais qui me donnent un coup de main de temps en temps, font des clins d'œil. Alors quand ils ont commencé à me faire des clins d'œil, c'était assez marrant. Mais je les aime bien, mais bon, voilà, j'essaie de me débrouiller le plus possible. Tout ça, j'essaie de faire le boulot sans être assisté en permanence. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on dit qu'on peut contacter les guides spirituels. Ici, on a tous un guide. Moi j'essaie, mais visiblement il répond pas. Hein. Alors donc, j'ai eu des petits messages en transcommunication, des petites bricoles. J'ai toujours eu des petites bricoles, parce qu'un jour j'avais fait de la transcommunication instrumentale. J'ai posé une question, on m'a répondu dans un champ, c'est ton histoire. Oui. Donc voilà, mais à part ça, ça fait quand même une quinzaine d'années. Ils sont pas trop bavards quand même. Mais ils en font qu'à leur tête, figurez-vous, parce qu'il suffit pas de les siffler pour qu'ils rappliquent et qu'ils fassent ce que vous leur demandez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Soyez à leur place. Oui. Non, mais... il faut savoir qu'on est enfermé dans la petite boîte, qu'on n'a pas du tout la vision correcte de la situation, un peu comme quelqu'un qui vient en dimension 2. Vous vivez en dimension 3, vous voyez les tenants, les aboutissants, ce qui va se passer, etc. Donc la personne qui est en dimension 2, elle comprend rien, elle est dans le brouillard, elle a aucune mémoire. Ils ont une vision quand même beaucoup plus lucide de la situation, ils font pas ce que la petite bestiole en dimension 2 leur demande. Mais à un certain moment, parce qu'ils connaissent le plan, ils vont dire voilà, on va agir de telle et telle façon. Je les dérange pas souvent, je me débrouille par moi-même. C'est gentil. C'est un peu comme les IT, ils ont leur propre plan et ils en font qu'à leur tête. Hein. Faut pas essayer de leur dire non, faites-moi ça, venez de me rendre visite. Ils vont le faire s'ils en ont envie. Et si vous leur passez un coup de téléphone correct aussi, parce que c'est assez la règle universelle. Hein. Vous les contactez, mais si vous n'avez pas le bon numéro de téléphone, vous ratez votre cible. Hein. Voilà. Alors, je dérange personne, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est encourageant d'avoir un petit coucou. Oui, c'est sympa. Mais bon, vous avez un tas de gens autour de vous qui vont vous faire des petits coucous aussi. Et moi, les relations terrestres sont sympas aussi. Hein. C'est pas mal. Puis de temps en temps, sans crier gare, vous avez un truc là qui vous tombe dessus. C'est vrai. Okay, merci. Voilà. Remarque qu'ils sont un peu malins. Alors, on parle beaucoup de l'ego. L'ego et le soi profond sont deux choses différentes. Alors, écoutez, oui, moi j'ai mes petites idées sur la question, hein, figurez-vous. C'est-à-dire? Parce que s'il est très très à la mode, quand on s'inspire des traditions orientales, venues d'Inde ou des pays où on enseigne le bouddhisme, de dire il faut lutter contre l'ego. Mais déjà quand on dit ça, on est exactement dans l'opposé de ce qu'on est censé atteindre. Toute forme de lutte, et en particulier contre l'ego, est produite par l'ego. Il n'y a pas d'activité égotique plus élevée, plus ambitieuse et plus démesurée, plus paranoïaque que l'ego qui veut détruire l'ego. Je crois qu'on est au sommet. Donc il faut raison garder. Et moi je vais vous dire mon point de vue. Pour moi l'ego,
d'abord quelque chose de transitoire, mais ce n'est qu'un instrument de navigation dans ce monde-ci. Donc on l'utilise comme tel, et quand le moment viendra, il sera automatiquement dissous. C'est pas la peine d'essayer de le dissoudre, c'est votre instrument pour vivre en ce monde. D'accord. Vous n'avez pas d'ego, vous allez sortir tout de suite, et en quelque sorte, ça équivaut à un suicide. L'ego se dissoudra automatiquement à partir du moment où vous allez mourir, vous allez récupérer votre personnalité originelle, vous allez vous rapprocher du soi, vous le sentez très bien, même lors des voyageurs du corps. Et ou alors, vous vivez une évolution à l'intérieur du corps, et petit à petit, votre ego va évoluer jusqu'à s'effacer au sens mystique du terme, mais à aucun moment vous aurez souhaité qu'il s'efface, parce que c'est les gens qui souhaitent vraiment que ça s'efface n'y arriveront jamais. Par définition, ils créent l'énergie qui vont faire que l'ego va survivre 4 milliards d'années. Alors, ne pas refuser l'ego, mais ne pas vivre constamment dans l'ego. Bah écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je dis que c'est pas grave. C'est quoi l'ego? Il y a un moment où je vis pas avec mon ego sur Terre. Si, je vis tout en permanence avec mon ego sur Terre, parce qu'encore une fois, ça fait partie du programme. C'est le logiciel qui va faire fonctionner mon corps physique. Il en a besoin, d'accord. Et quand je sors hors de mon corps, je me rapproche du soi. J'ai une autre personnalité. Elle s'inspire en partie de ce que j'ai été sur le plan physique, mais elle est beaucoup plus que ça. C'est ça. Vous avez l'impression que vous avez été comme un acteur sur une scène, révélant une ou deux facettes de votre personnalité, mais que votre personnalité, votre être réel, est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et vous n'allez pas, sous prétexte de je ne sais quelle règle d'ailleurs, dire tel et tel aspect de cette personnalité, de ce costume, il est ridicule, je souhaite m'en débarrasser. Non, ça fait partie d'un jeu cosmique dans lequel chaque chose a son utilité. Je pense que ça se gagne d'abord par le fait de se sentir serein et paisible, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que les médiums sont en relation avec les personnes appelées? Comment en être sûr? Alors moi je vois les médiums, j'ai une définition assez simple de la médiumnité. Alors peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais moi je suis d'accord avec moi, c'est déjà un début. Les médiums pour moi, ce sont des gens qui ont une caractéristique précise, ils sont poreux énergétiquement. On a tous une coque de glu énergétique qui a plusieurs caractéristiques, je peux vous en parler, mais ça prendrait des plombes, comme on dit. Ils sont protégés on est tous protégés par cette couche qui a, on va dire, une épaisseur et un degré vibratoire, et qui contient un certain type d'informations, un grand nombre d'informations. Les médiums sont ceux qui ont des trous dans leur bouclier. Voilà ma définition. Ils ont des trous, donc ça passe. Et qu'est-ce qui passe? Il passe des choses qui sont de l'ordre d'autres dimensions. Parce que simplement, ils n'ont pas une protection hermétique, imperméable, et ils prennent la pluie qui tombe par-ci par-là. Alors le problème, c'est que cette pluie peut venir de absolument n'importe où. Ils peuvent entendre un tas de gens qui leur parlent, mais ils peuvent souvent se faire balader par n'importe qui. Même ces gens peuvent être extrêmement adroits, ou ces entités. Le problème, c'est qu'on écoute quelqu'un, mais on ne sait pas qui vous parle. Alors moi je suis toujours un peu, même aux entends aussi, moi aussi j'ai de temps en temps j'ai des voix qui m'arrivent, des informations qui c'est très démonstratif, ils vont dire voilà, tu vas aller à tel endroit, il va se passer quelque chose. Oui très bien, il se passe quelque chose, mais il faut pas se laisser impressionner, hein. Parce que, une personne sur une dimension légèrement supérieure, c'est une faculté naturelle que de vous annoncer 5 minutes à l'avance que quelque chose va se produire. Et bon, quand on sait ça, on n'est pas impressionné. Donc le problème des médiums, il faut qu'ils aient un niveau de lucidité suffisante pour pouvoir savoir avec qui ils sont calés. Et bien souvent, trop souvent, je peux pas vous faire de statistiques, mais je l'ai observé directement, ils discutent avec des entités qu'on appelle base astrale, ils se font balader, parce que sont malines les cocottes, hein, et ils se font balader, des fois pendant des années, ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Donc, c'est pas parce qu'ils vous annoncent que votre grand-mère s'appelait Marie-Thérèse que le médium il est en relation avec Marie-Thérèse. C'est peut-être parce que l'entité éthérique est là juste à côté, qui a envie de jouer comme un petit singe avec le médium et vous, il jette un coup d'œil dans votre esprit, il le voit. Donc vous se méfiez. Oui, enfin, il faut faire le tri. Mais de toute façon, vous pouvez toujours écouter un médium, il vous raconte ce qu'il veut, ce qu'il peut. Peut-être que ça va être très très bien ce qu'il vous raconte. Mais encore une fois, imaginez que vous soyez au milieu d'une foule, les yeux bandés, vous entendez un tel gens qui passent à côté de vous, qui vous parlent, qui vous disent des choses. Mais que savez-vous de ces gens qui vous parlent et de la valeur de leurs propos? Vous avez autour de vous des gens qu'on appelle les dormeurs, enfin les gens de l'IAC l'appellent les blind guys. Ce sont des gens qui sont morts, qui croient tout savoir, mais s'ils croyaient tout savoir, ils seraient partis dans les mondes supérieurs. Et ils sont là, ils vous donnent des leçons. Mais ils savent rien. C'est un peu comme si vous étiez dans une école où les redoublants expliquent aux nouveaux arrivants qu'il faut, voilà, ceci, cela, en mathématiques, etc. Mais non, ils n'ont rien compris, ils sont encore là. C'est pas eux d'expliquer, hein. Non, mais c'est clair. Que pensez-vous du chamanisme? Écoutez, que du bien, puisque j'ai été chaman lors de plusieurs existences. Alors, pour moi, le chaman, c'est la personne qui a appris à passer d'un monde à un autre. Peut-être quelquefois en prenant un coup de pouce avec des plantes. D'accord, c'est les traditions humaines qui prennent ça.
Mais le bon, entre guillemets, le bon chaman, c'est la personne qui, une fois qu'elle a fait son initiation, est capable, parce qu'elle a été initiée, de réaliser ces voyages-là sans l'aide de psychotropes. Alors, après, il y a d'autres techniques, et c'est très très intéressant parce que je travaille dessus actuellement. Oui. Vous avez remarqué que dans toute l'humanité, on a dans les rituels, dans certains rituels, des peuples premiers, on va utiliser des tambours au son très grave, ou alors vous avez dans les églises des orgues avec des sons très très graves, ou alors les trompes, vous savez, des temples tibétains qui mettent des sons très, ou alors le son en méditation. En fait, j'ai compris récemment, enfin il y a quelques années, qu'un certain type d'harmoniques, en particulier les harmoniques plutôt basses, vont aller taper dans l'énergie qui est en quelque sorte emmagasinée quelque part dans le corps, souvent à la base de la colonne vertébrale, et va la forcer à monter et se distribuer normalement dans le corps, alors que ce sont nos peurs, nos souffrances et notre manque de compréhension du réel qui vont faire que l'énergie elle n'est pas distribuée comme elle devrait être distribuée dans le corps. Et dans ce cas-là, l'énergie elle monte et elle inonde littéralement le corps par l'intérieur, souvent elle monte du bas de la colonne vertébrale ou des pieds, et là vous avez une sensation extrêmement forte que quelque chose vous parcourt comme un espèce de champ électrique, et là vous vous sentez d'un seul coup comme en extase. Donc le son grave a le pouvoir, certains harmoniques plus exactement, ont le pouvoir de déloger de force cette énergie. Et je l'ai expérimenté récemment au Portugal au congrès mondial de l'IAC. Ce sont des gens extrêmement compétents dans le domaine des états de conscience et pas du tout dogmatiques. Et j'ai essayé une table sonore spéciale avec des harmoniques construites par un musicien des États-Unis, New Jersey, je crois. J'ai été sidéré des effets, absolument sidéré des effets. J'ai atteint un niveau vibratoire en l'espace de 4 ou 5 minutes que normalement j'atteins parfois en l'espace d'une heure ou une heure et demie en bossant. En effet, Donc les sons graves font partie d'un rituel, mais pas seulement d'un rituel, c'est un moyen technologique de débloquer votre énergie et de la faire circuler alors qu'elle est bloquée. Ce faisant, de faire monter le niveau vibratoire de votre énergie et de changer votre état de conscience sans l'utilisation de drogue. Donc souvent les deux sont combinés, mais vous voyez bien qu'il s'agit en fait d'une technologie, la technologie vibratoire, le son. Il y a des gens qui guérissent par le son, uniquement avec leur gorge également. Donc on est dans un univers vibratoire, et le son est une vibration. Il y en a d'autres, mais le son est une vibration. Donc voilà, je vous parle des chamans, je reviens aux chamans. Beaucoup pratiquent le chant. Moi j'ai été chaman, si on se peut qualifier pas comme ça, mais bon, dans ce qui est maintenant le Yucatan, et on travaillait sur le son, sur le verbe qui guérit, sur les paroles qui guérissent. Et comme je dis dans mon livre, ces paroles étaient secrètes, on devait les utiliser entièrement à propos et jamais en dehors de leur objet, et ces sons devaient rester secrets. Alors ça, c'était dans une vie passée, vous vous en souvenez comme si oui. Alors c'est quand même assez rare qu'on se souvienne comme ça des vies... Non, détrompez-vous, alors. Non, c'est naturel, et ça revient à certains moments du cycle. Je me souviens d'une quinzaine de vies, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors comment faut-il faire? Parce que bon là... Écoutez, moi je pense qu'il y a peut-être des techniques d'hypnose et tout ce que vous voulez, mais bon, chez moi c'est revenu spontanément, grosso modo. Et j'ai plutôt passé mon temps à essayer de juguler ça en disant bon, j'ai déjà ça à gérer, c'est déjà assez lourd. La première vie qui est revenue, c'était une vie en Grèce, à Corinthe, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et croyez-moi que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment pas le genre de choses que j'attendais. C'est revenu d'une manière avec tout ce qu'il y avait comme densité affective, etc. Une courte vie, j'ai dû mourir à l'âge de 20 ans. Mais quand je suis allé en Grèce, j'ai retrouvé des endroits de mémoire. Je connaissais le paysage, je savais pas où c'était, mais j'ai retrouvé l'endroit précisément. Et j'ai retrouvé même l'endroit où je suis enterré. Ça a été extrêmement dur. Bah oui. Donc, se souvient qui est capable de se souvenir, et surtout qui est capable de gérer le reste. Et de gérer le reste, quelquefois, c'est difficile. Donc, ce qui a été difficile aussi après, ça a été de me souvenir de vie de femme, parce que je suis un homme, plutôt, on va dire, sexuellement très, très orienté homme, vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai commencé à me souvenir de vie de femme, avec les détails que vous pouvez imaginer, je me suis senti quand même un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu gober ça aussi, vous savez, et vous vous débrouillez tout seul dans votre coin avec ce genre de truc. Donc j'étais une femme chinoise, ça s'est plutôt bien passé, bon, vous imaginez quand même, une belle femme. Et puis à un moment, j'ai été une petite fille, j'étais une femme, une petite fille, qui a été exploitée sexuellement par un zigoto, je raconte un petit peu dans mon bouquin, qui avait acheté un harem de filles de 12 ou 13 ans, c'était dans le monde musulman il y a 5 ou 6 siècles. Je peux vous dire que bon, voilà, ça c'est quelque chose de difficile à faire. Alors ça, on s'en souvient comme ce qu'on a fait, par exemple, hier. Oui. Avec les sentiments, avec tout ce qui va avec, quoi. C'est pas toujours facile à gérer. Comment accéder aux autres dimensions et sortir de son corps? Est-ce qu'il y a des techniques particulières?
j'avais commencé à l'aborder avec vous. Depuis que j'ai publié le livre, j'ai régulièrement des centaines, voire des milliers de demandes pour dire mais comment est-ce que je fais. Ça m'étonne pas, oui. Je fais écoutez, vous débrouillez. Parce que je veux bien. J'avais écrit le livre pour m'adresser à des gens qui avaient déjà fait ça ou qui avaient déjà vécu des NDE. Et à partir de là, c'est vrai que les gens qui avaient déjà fait 2, 3, 4 sorties hors du corps, surtout récentes, qui me disaient bon, je rencontre tel et tel obstacle. Souvent, le simple fait d'en parler, de leur expliquer ce qui arrivait, ça leur faisait faire un bond prodigieux, simplement parce que, ils avaient l'explication. Et je m'étais concentré là-dessus, donc je leur disais, écoutez, je l'ai renvoyé à l'IAC, qui est pour moi le meilleur organisme d'apprentissage. C'est un institut brésilien d'origine, mais ils ont des bureaux à Londres, qui étudient les phénomènes de la conscience et des états vibratoires et de la sortie hors du corps. Ils sont très très sérieux, c'est vraiment pas dogmatique. Donc j'étais à leur congrès mondial, leur premier congrès mondial au Portugal il y a une semaine. Et donc j'ai renvoyé tout ça à ces gens-là, parce que je me sentais pas d'abord d'expliquer à 200 personnes par an en détail comment on fait. En plus, moi j'ai mes techniques personnelles, ce sont les miennes, je suis un peu un bricoleur. Et puis je me suis vraiment rendu compte qu'en fréquentant de temps en temps les gens de l'IAC, qu'il y a des techniques à lesquelles j'avais pas pensé, mais en même temps qui m'arrivaient à moi de manière spontanée et qui fonctionnaient. Donc ce sont des techniques qui vont utiliser l'énergie, la glu, que je déteste au départ, parce que ça constituait toujours une charge et une difficulté. Ils vont se débrouiller pour la faire circuler et la faire monter en vibration. Il y a différentes échelles, j'explique ça sur ma page Facebook. Oui. Il y a différents états, niveau vibratoire, un peu comme si vous passiez d'un niveau 20 à un niveau 100, et au niveau 100, vous êtes dans un espèce de champ vibratoire que vous sentez très bien, qui fait raffut de tous les diables, dans lequel vous n'avez plus qu'à dire je monte pour sortir de votre corps. Donc entre ça, il y a différents étages, mais ils vous apprennent à l'IAC à énergiser, à faire monter en vibration votre énergie, et j'ai essayé ces techniques, elles fonctionnent. Donc il s'agit d'un pur entraînement, peu importe que vous croyez à quoi que ce soit, vous faites ce qu'il vous dit, exactement comme un sportif qui dit je vais faire des séries de 100 mètres, et puis après je vais courir 20 km, vous faites les techniques sans croire à quoi que ce soit, et les choses arrivent. Alors c'est ces fameux bourdonnements dont parlent certaines personnes? Alors il y a effectivement des manifestations sonores à un certain niveau vibratoire. Vous êtes parcouru de vibrations électriques extrêmement puissantes qui vous effraient. Vous avez l'impression d'avoir les doigts dans la prise, mais plus que ça même. Et vous entendez un son extrêmement violent, grave, comme si vous étiez dans un turboréacteur, ou ça peut être des choses de ce genre-là, mais pas exactement ce son-là, mais c'est souvent ça. Donc pas de danger, faut laisser aller. Il n'y a pas de danger, mais le moment où ça vous arrive pour la première fois, je peux dire vous paniquez, parce que là vraiment c'est du sérieux. Vous êtes beau être tranquille dans votre chambre, d'un seul coup vous entendez un raffut de tous les diables, vous êtes parcouru de vibrations électriques comme si vous étiez branché sur 100 000 volts, vous paniquez. En général, si vous tenez le coup la première fois, c'est que vous êtes champion. Il y a longtemps, j'ai essayé de sortir, et puis j'avais l'impression que je flottais, mais en moi-même, et j'ai entendu une voix forte qui m'a dit « Viens là ». Et alors, ça a tout arrêté parce que non pas que j'ai eu peur, mais j'étais surpris. C'était une entité qui vous attendait, vous voyez vos efforts, elle était là dans la chambre, et puis je sais pas quel type d'entité, mais oui, mais c'était peut-être un aide aussi. Moi, j'ai eu, il y a un an de ça, une équipe qui venait m'aider à sortir de mon corps, et des fois, ils me donnaient des bons coups de main d'ailleurs. Des fois, ils m'ont tiré d'un mauvais cas aussi, alors que j'étais déjà hors du corps. Mais je les ai congédiés un soir où je me couche dans le lit, avec mon épouse, avec des plans bien précis, et puis ils ont commencé j'étais assis dans le lit, la lumière allumée, ils ont commencé à me tirer dessus. Vous vous calmez, oui. C'est bon. Vous partez d'ici, s'il vous plaît. J'ai pas éteint les lumières, vous voyez ce que je veux dire, c'est bon. Oui. Et j'ai été revu. Et ils sont restés un mois et demi, ils m'ont donné des bons coups de main. Mais j'ai dû les vexer ce soir-là. C'est sûr. Alors, quelle est la différence, justement, quand on essaye de sortir? Est-ce que on a tous ces phénomènes, enfin, on les a pas, par rapport à la mort? C'est quand on meurt, est-ce que les choses sont pas beaucoup plus fluides? Ça dépend quand vous mourrez, ça peut être assez pénible de mourir, on le sait quand même. Donc, si vous mourrez soudainement, coupé en deux par je ne sais quoi, là, vous avez à peine le temps de vous rendre compte de ce qui se passe. Mais si vous mourrez d'un cancer en 6 ou 7 mois, vous avez le temps de vivre toutes les phases en détail quand même. Vous allez faire des sorties à l'approche finale. Vous allez faire des sorties de plus en plus fréquentes et de plus en plus lucides. Au début, il vous semblera rêver. Et puis, vous irez dans l'hôpital, vous asseoir sur un banc. Vous asseoir entre guillemets, parce que vous allez vous imaginer vous asseoir, mais vous serez bien géographiquement situé au-dessus du banc, mais si vous voulez, vous passez à travers. Donc voilà, vous avez tous les cas de figure, les gens meurent progressivement, et souvent, je l'ai constaté, je le raconte sur ma page internet, ils sont partis avant la mort officielle. Et donc, il faut laisser aller, quoi. Je veux dire, il faut pas essayer de résister. Si vous vous trouverez pris dans ce truc-là, le mieux, c'est de laisser filer, dire, je m'abandonne à ce qui va se passer. Souvent, dans ce cas-là, vous ouvrez votre esprit, votre énergie va se déléter comme ça, va partir en vrille, et après coup, il y a des gens qui vont venir, en général, vous donner un coup de main, c'est vos copains de l'autre côté, vous dire, on est là, salut, regarde-nous, et puis voilà. Et tout va bien, quoi. Et après, vous voyez le morceau de viande dans le lit en train de
Ouais. Les infirmiers s'occupent de ça, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et vous en foutez normalement dans les secondes qui suivent. C'est peut-être pas plus difficile que de partir dans le rêve finalement. Alors le rêve c'est autre chose. Là vous faites un pas vers la lucidité. Le rêve c'est autre chose. Vous êtes au milieu d'une activité mentale sans avoir la lucidité de comprendre que vous êtes dans une activité mentale de pure création. C'est l'essence de la réalité aussi, l'activité mentale. Donc, moi j'en parle dans le livre, la bulle de rêve c'est quelque chose de réel que j'ai observé. On peut lire la bulle de rêve de quelqu'un en étant à l'extérieur. Donc oui, il s'agit pas d'un doux rêve. Le passage dans un autre monde c'est un choc brutal de réalité. Vous vous réveillez. Oui. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est peut-être pas... Quand on s'endort, et d'un seul coup, on se trouve dans le rêve, et on a l'impression que tout est normal, tout est logique, il n'y a pas de problème, quoi, finalement. Oui. Enfin, moi, oui, peut-être, je sais pas. Oui, même si le rêve est complètement incohérent, vous aurez le sentiment que tout est logique. Mais effectivement, vous vous rendrez compte qu'il y a différentes caractéristiques à la lucidité, en particulier à ce que j'appelle la continuité. Dans le rêve, vous n'avez pas forcément cette continuité. Vous passez d'un état à un autre, et ça vous paraît naturel, et vous n'avez pas non plus la mémoire. Je vous ai dit que la lucidité, c'était la combinaison de plusieurs choses, la conscience, dont la mémoire, c'est très important, et la continuité, c'est important également. Donc vous voyez de quoi je veux parler, même si vous regardez tel que vous êtes dans le corps physique. Alors paraît-il, quand on rêve, on construit nos rêves de l'autre côté. Absolument, mais j'en parle précisément dans le livre, puisque je me suis amusé à construire un aéroport entier. Ah bon? Oui. Quand j'ai pris conscience de ça, je l'ai construit et déconstruit plusieurs fois. C'est absolument stupéfiant pour moi. Et le pouvoir de création de l'esprit est immense, et ce que j'ai dit dans le livre, c'est que le barde Autodol ne ment absolument pas. Vous allez construire et déconstruire des univers entiers, et tant que vous ne maîtrisez pas cette faculté, vous êtes dans un spectacle construit par votre propre esprit. Et le barde Autodol ne fait que répéter ça en permanence à tous les chapitres. Ô noble fils, ce que tu vois sont des émanations de ton propre esprit. Alors que faut-il faire pour accéder justement à la réalité et ne pas s'enfermer? C'est pas difficile, vous arrêtez de construire. Et là, vous dissolvez, dans les années j'ai fait ça, vous dissolvez votre création, et ce qui apparaît alors, c'est quelque chose de beaucoup plus stable, qui sont soit des mondes, on va objectiver, qu'est-ce que c'est qu'un monde objectivé? C'est peut-être un monde qui a été construit par d'autres consciences, mais de manière tellement répétée qu'il finit par avoir une certaine solidité. Voilà. Peu importe la définition qu'on lui donne, mais quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ma création récente peut être votre définition de la réalité. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Auburn. C'est la dernière partie de la clé du mystère pour la parution de son livre 0,001%, l'expérience de la réalité. Donc moi je fais des rêves et je peux faire le plan des maisons, je peux faire ce que voilà. Peut-être vos maisons, sûrement vos maisons d'ailleurs. Je me rappelle, j'ai rêvé d'une maison blanche, je la revois encore, et puis je suis rentré, il y avait la cheminée, et je le revois comme si j'avais été visiter, l'agent immobilier du coin m'avait fait visiter une maison, et je pourrais faire même encore les plans aujourd'hui, quoi. Je m'en souviens, et l'autre jour j'ai rêvé, j'étais sur un chemin, je conduisais une voiture, puis j'ai vu une voiture arriver, j'ai dit ça passera pas. La voiture est arrivée en face, et la personne qui conduisait la voiture m'a dit télépathiquement ça va passer. Et effectivement ça va passer, c'est passé dans un chemin où ça aurait pas dû passer, quoi. Bon, c'est des choses très... Et je fais pas la différence des fois entre ici et les rêves. Écoutez, plus vous travaillerez votre lucidité, plus vous comprendrez. Et souvent, dans vos rêves, vous avez une transcription de ce qui se passe au niveau énergétique et astral. C'est-à-dire que vous êtes en train de glisser hors de votre corps, vous pouvez vous imaginer que vous êtes en voiture et que soudain vous perdez le contrôle de votre voiture, qu'elle part en patinage, vous la maîtrisez plus du tout. Ça veut dire que vous commencez à vous défacer énergétiquement et que vous commencez à sortir de votre corps. Si vous devenez lucide à ce moment-là, d'un seul coup, le paysage, la voiture et tout ça va disparaître et vous vous trouverez en train de vous élever au-dessus de votre corps. C'est ça pour une technique. Est-ce que vous avez rencontré des animaux de l'autre côté? Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe pour les animaux? Très bien, on peut discuter avec eux. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Vous savez, c'est comme les E.T. ou comme enfin, il y a tout un tas de monde, tout un tas de races différentes. Parce que les farfadets, les trolls, ça existe aussi dans leur domaine d'activité, leur niveau vibratoire. Bon, moi, c'est pas les endroits où je vais, mais 2-3 fois, j'ai traîné dans le coin, je les ai vus. Enfin, ils se planquaient parce que ils avaient l'air de ne pas apprécier ma présence. Et oui, tous ces gens-là, ils existent. Et les animaux, vous en rencontrez de toutes sortes. Enfin, moi, j'ai vu des chevaux. Alors les chevaux me laissent parfaitement indifférent normalement comme ça sur ce plan-là, mais il n'y a pas longtemps j'en ai rencontré un, on a discuté un peu, ça semblait tout naturel. Des chats, des chiens. Oui,
Ouais. Et quel est le mode de discussion avec ces animaux? C'est des boules de pensée, c'est-à-dire que c'est le langage universel. Le langage universel, vous envoyez une sorte de télépathie, mais qui contient beaucoup plus qu'une simple information verbale. Oui. Donc c'est ça le mode de communication universelle. Il est là, c'est-à-dire que quelqu'un s'adresse à vous immédiatement, vous recevez une information plus ou moins complète sur ce qu'il veut vous envoyer et sur ce que vous voulez bien ouvrir en termes d'information, parce que vous n'êtes pas libre de prendre tout ce qu'il vous envoie. Vous en regardez qu'une partie. Bien sûr. C'est un peu comme si vous envoyez une espèce de balle, si vous voulez, qui se déplace à une vitesse infinie. Et là-dedans, si il vous envoie le résumé de toute sa vie. Enfin, résumé, non. Il vous envoie, s'il a vécu une vie physique, il vous envoie la balle. Et puis vous ouvrez la balle et vous voulez la lire complètement. Vous revivez intégralement sa vie physique avec tous les détails, tous les pensées, tout. C'est un fichier MP3. C'est un fichier MP3, mais puissance 4 milliards. Oui, en effet. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je vois pas de limite à l'information qui peut être contenue dans ces boules de pensée, mais vous avez une information très complète. Si vous demandez à un chat comment il a vécu sa vie physique ou ce qu'il a dans l'esprit à l'instant T, il va vous envoyer une information plus ou moins complète et vous allez la comprendre intégralement, comme si vous étiez lui. Alors est-ce qu'ils interfèrent avec nous, avec le monde incarné? Les chats, les chiens, est-ce que vous... Ah oui, ils ont leur rôle aussi, ils ont évidemment leur schéma d'évolution personnelle, mais les chats en particulier. Les chats sont souvent là comme, ils ont encore une fois leur petit truc personnel, ils ont leur petite habitude personnelle, et ils aiment bien jouer avec les souris, les oiseaux, ou bien bouffer, etc. Ils sont un peu comme nous, mais ils ont souvent un rôle d'assistant spirituel pour les gens qui sont thérapeutes, voilà. Et on les sent très très bien dans la présence énergétique des gens quand ils ont un chat et qu'ils sont j'en ai 3 moi. Vous avez 3 chats? Oui. Voilà, vous avez 3 assistants. 3 assistants. Ou il y a peut-être un qui glande complètement et 2 qui bossent. Je sais pas. C'est un peu ça, oui. Il y en a un qui fait pas grand chose quand même. Voilà, c'est possible. Dans une équipe, il y a toujours des gens qui travaillent, d'autres qui travaillent pas. On fait les bien braves. Avez-vous rencontré des personnes décédées de l'autre côté que vous connaissiez? Oui, ma fille. Ah oui. C'est bien des années. Elle est morte en 2004. Je raconte dans le livre tout en détail, tout ce qui est dit est absolument vrai. Simplement, j'ai changé les prénoms, les noms, à part les gens, en particulier au Québec, qui ont voulu garder, qui connaissaient mon livre, projet de livre, et qui ont voulu garder le nom et les prénoms exacts, comme Laurier Aubé. Et donc, Coralie, je l'appelle Coralie, qui était ma fille. Je l'ai revue quelques années après, oui, je l'ai revue. D'accord. C'était un moment extraordinaire. Mais je me doute. Alors, que pensez-vous de la revue de vie? On nous parle beaucoup de revue de vie, justement, à chacun. Oui, c'est un processus. J'allais dire, c'est un processus ordinaire. Ça peut vous arriver même lors de voyageurs du corps, parce que tout dépend de ce que votre surêtre vous rentrez dans le crâne astral. D'accord. Donc, il est capable de vous faire vivre tout un tas de choses particulières. Effectivement, pour prendre une certaine conscience, c'est-à-dire pour transmettre l'information aux enveloppes supérieures, je pense que cette revue de vie est indispensable. Pour moi, c'est quelque chose qui va augmenter votre lucidité, qui va vous permettre d'envoyer le paquet d'informations à l'étage du dessus. Alors c'est plus une évaluation qu'un jugement. Non, je dirais que c'est une nouvelle façon, c'est une façon de revivre les choses et de le faire passer à un état de conscience supérieur. D'accord. Certainement pas de jugement, non. Par contre, vous, avec votre mental, on va dire inférieur, vous allez vous juger de manière souvent impitoyable dans ce genre de choses. C'est pas un moment facile. Il paraît. Pour personne. Mais bon, il peut vous arriver bien d'autres choses de cet ordre-là et beaucoup plus complexes. Voilà. C'est qu'une partie de ce que vous pouvez vivre sur le plan des scénarios interdimensionnels. De l'autre côté, le revue de vie, oui, c'est une chose, mais il y en a d'autres. D'accord. Que pensez-vous aussi des personnes qui disent qu'ils ont été abductés par les extraterrestres? C'est parfaitement vrai, j'en parle dans le livre de manière détaillée. Ça fait partie bel et bien de notre réalité. Notre planète, elle n'est pas du tout seule dans l'univers. Ce qu'on appelle les extraterrestres, ils sont là depuis toujours et bien avant nous. Donc on a un programme d'évolution, on a des gens qui nous surveillent, et quand vous vous penchez un peu sur la question, vous avez beaucoup de preuves de ça. Moi j'étais à un congrès il y a 2 ans aux États-Unis, dans lequel des militaires américains nous ont affirmé devant une commission d'enquête, c'était quoi, le Citizenry for Disclosure ou quelque chose comme ça. J'étais là, j'étais pratiquement le seul français. Ces gens-là nous ont dit, voilà, les ovnis un ovni est arrivé au-dessus d'une base de lancement de missiles, et puis tous mes ovnis qui étaient à 20 ou 30 mètres sous terre se sont mis en off. Voilà, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est impossible normalement, mais voilà. Et après il est parti, il a fait la même chose 50 km plus loin sur notre base de lancement. Et ça arrive tout le temps. Donc ils font des démonstrations de présence, d'abord parce que l'ovni qui veut se rendre invisible, entre guillemets, sur une autre dimension, il arrive, il se montre, il est là. Tout le monde le voit, ils peuvent tirer dessus s'ils veulent. Donc, et puis là, il montre qu'il est capable de défaire ce que l'homme a fait. Voilà. Et après, il se barre. Donc ils sont là, ils gèrent notre humanité depuis le début. Tout simplement,
On est un espèce de jardin. Et la race humaine, effectivement, fait l'objet d'une espèce de culture, d'évolution. Il y a des races extraterrestres qui ont pour vocation à être des jardiniers, transitoirement dans leur évolution. Comme nous, on crée des plantes de plus en plus belles, ils créent des espèces intelligentes de plus en plus évoluées, ils nous accompagnent, ils nous modifient sur tous les plans, génétiquement, depuis le début. Hein, c'est pas nouveau, c'est pas depuis les années 40. Ils nous modifient sur le plan énergétique, les gens ne le savent pas. Et ils modifient donc notre ADN et ils nous posent des implants en fonction de leur plan. Et ces implants ne sont pas uniquement des balises GPS, c'est pas vrai, ça a beaucoup d'autres fonctions, j'ai fini par comprendre ça. Et des gens comme Dolores Cadone ou d'autres sont arrivés à cette conclusion également. De même que ce Toubib que j'avais rencontré d'ailleurs, qui s'appelle Dr Lair, qui a enlevé les implants pour les examiner. Il a eu très rapidement la preuve que c'était des implants d'origine extraterrestre, puisqu'ils n'étaient pas issus du système solaire. Donc tout ça, ce sont des réalités extrêmement tangible si les gens avaient la moindre idée de ce qui les environne réellement, parce que tout ça c'est réel. Hein. Oui. C'est bien, c'est réel. Quand on cherche, on trouve quantité de preuves directes. Donc ces gens-là sont là, moi j'en ai eu un peu plus que ça, même de preuves directes, donc ils sont bel et bien là. Donc ce que les gens racontent, les abductés, ils ne racontent que la vérité. Il faut lire les livres de John Mack qui synthétisent bien tout ça. Oui, les gens sont vraiment enlevés, c'est pas pour leur faire du mal, hein. On leur fait un bilan, on va dire, de santé, un peu forcé, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. C'est une certaine catégorie en général d'extraterrestres qui sont chargés de faire ce boulot-là. C'est pour ça qu'ils ont mauvaise réputation, c'est ce qu'on appelle les gris dans la littérature ufologique. Mais c'est les gens qui font leur boulot, c'est tout. On leur a dit de faire ça, ils font ça, ils sont sans état d'âme. Ben voilà, comme les infirmiers dans les hôpitaux, vous savez, ils sont pas toujours sympas, mais ils ont un boulot à faire, ils le font. Donc eux, ils font la partie un peu, bon, ils vous enfoncent des trucs à droite et à gauche, mais bon, c'est comme ça, c'est leur boulot, et leur patron, entre guillemets, les gens qui travaillent avec eux, ils ont une autre gestion des choses, mais ils sont bien d'accord avec les gris pour que ça se passe comme ça. Donc voilà, il s'agit d'une vaste opération d'amélioration de la race humaine, y compris de sa conscience, mais pas seulement, dans lequel participent, ce que je m'explique dans le livre, 4 races extraterrestres principalement, parce qu'ils sont chargés localement de surveiller la planète, mais ils s'occupent pas seulement des humains, hein. Ils s'occupent de tout ce qui traîne sur la planète, hein, les animaux, la faune, la flore, enfin tout, hein, ils gèrent tout. À votre avis, les gouvernements sont au courant? Alors, qu'est-ce que vous appelez le gouvernement? Moi, les gouvernements. Je sais de sources certaines, pas toujours. Alors, aux États-Unis, c'est des groupes privés qui sont vraiment au courant, qui détiennent des technologies extraterrestres, voire qui ont coopéré avec des extraterrestres, ou qui coopèrent toujours. Parce que ça, c'est réel aussi, même si ça paraît de la science-fiction, je sais de sources sûres que ça se passe comme ça. En France, je sais de manière certaine qu'il y a des dossiers, des preuves qui ont été remis à tous les gouvernements qui sont passés ces dernières années. Alors, ce qu'ils en font, rien du tout, parce que de toute façon, ça leur fait une belle chance. Je veux dire, bon, les extraterrestres sont là, ok, on fait quoi? On peut les contacter? Non, ils veulent pas. Ils foutent le bordel dans nos expérimentations nucléaires. Oui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on peut rien faire. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et, on peut pas leur interdire l'espace aérien parce qu'ils vont tellement vite que il n'y a rien qu'on peut faire. Donc voilà, et ça a quel effet? Quelle application politique? Aucune. Donc on fait rien. On va pas se ridiculiser en parlant de ça. Il y a les Russes, de temps en temps, ou d'autres qui font des déclarations. Il y a des pays d'Amérique du Sud qui ont reconnu officiellement tout ça. Et vous avez vu, il y a 2-3 ans, le Premier ministre russe qui a fait une courte allocution à une journaliste. Il pensait que les caméras étaient fermées. Et puis là, on a entendu ça sur Internet et les gens ont dit, oui, mais il déconnait. Mais pas du tout. Il déconnait pas du tout. Il disait que la vérité. Et les gouvernements sont au courant, mais ils n'en tirent aucune implication. Sarkozy, enfin, en tout cas, ses principaux conseillers ont eu les preuves, les dossiers, etc. Je le sais de manière certaine. Mais bon, il regarde le dossier, il dit bon, très bien, et quoi? Bon, c'est tout. Ces gens-là, ils cherchent quoi? À se faire réélire. Et pour les motifs qui sont les leurs, et c'est tout. Je veux dire, il n'y a aucune implication sur le plan politique. Il n'y a personne qui va se mettre au grand jour en disant bon, allez, je vais vous expliquer un truc super important. Ils sont là. Bon, très bien. Alors ils sont là, et alors ils sont où? Ils sont là. Oui, mais alors ils vont apparaître? Non, pas plus qu'avant. Vous auriez l'air con, hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quelque part, moi je vois sur les réseaux sociaux, même à la radio, les gens en ont assez qu'on leur mente et ils aimeraient bien qu'on ouvre ce dossier. Et on a quoi? On a effectivement beaucoup de dossiers, on a également des preuves matérielles. Et ça, les preuves matérielles, ils descendent à un niveau dans la hiérarchie qui contrôle l'activité, la présence extraterrestre, ils descendent rapidement à un niveau où on les sortira pas. On a, je sais de manière certaine, qu'on a des fragments de technologie plus ou moins avancés, de technologie extraterrestre que, pour la plupart du temps, en tout cas en France, on n'est pas capable de répliquer. Je le sais. Et de manière absolument certaine. Parce que certains de ces fragments, je les ai tenus entre mes mains. Donc, voilà, on peut pas répliquer, on sait grosso modo à quoi ça peut bien servir, mais on peut pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On est dans un coin en attendant de savoir. Et on va en parler aux gens. Non, on va pas leur montrer ça.
Parce que la révélation, si elle a eu un jour, elle ne pourra se faire qu'à l'initiative des patrons. Parce que imaginez bien, vous faites votre révélation, comme certains encore une fois, des pays d'Amérique du Sud ont fait, et ils ont dit, bon, ça existe, c'est réel, etc., c'est d'origine extraterrestre. Et puis après, les gens lèvent les yeux au ciel, en disant, alors ils se pointent, ben non, ils font ce qu'ils veulent. Donc si les cieux restent silencieux, votre bel effet d'annonce, ça fait un plouf, comme ça, voilà. Par contre, du jour au lendemain, si les patrons décident de dire, ben on va se montrer, eh ben il n'y a rien non plus que vous puissiez faire pour les en empêcher. Donc c'est pas les gouvernements qui décident quoi que ce soit en la matière. Alors à votre avis, ils vont se montrer parce que tout le monde en parle en ce moment. Ils sont déjà montrés. Oui. Ils se sont déjà montrés à tout un tas de gens. Ils se sont montrés à moi. Je suis un exemple parmi beaucoup d'autres. Je m'y attendais pas du tout. Mais bon, je savais qu'ils étaient là. Mais bon, j'en ai eu un à côté de moi. Je raconte dans le bouquin, bien stupéfait que ces gens-là soient là et soient là sur le sol. Donc ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur plan, et Dieu sait s'ils sont intelligents et évolués et hors de notre portée à tout point de vue. Donc au cours de notre évolution, comment je sens les choses, c'est qu'au cours de notre évolution, naturellement, on va être appelé à se rencontrer, mais qu'on sera à un certain niveau. Ça peut arriver dans 300 000 ans, je sais pas, ou dans 10 millions d'années, je n'en sais rien. Mais bon, tôt ou tard, pour une part d'entre nous, c'est déjà fait, on est au courant, et je pense qu'il y a les Black Programs, comme on dit, qui ont développé des technologies qui leur permettent de voyager très très vite dans l'espace. Et évidemment, ces gens-là, ils savent depuis longtemps, et pour cause qu'il y en a d'autres, puisqu'ils ont collaboré avec les grilles, ça je vous le dis, c'est absolument certain. Voilà, depuis les années 70, grosso modo, qu'on appelle le complexe militaro-industriel, en secret, à travailler avec les grilles. Je suis absolument certain de ça, j'en ai des preuves. Donc je ne vais pas les exhiber non plus, mais bon, c'est gratuit, hein, mais c'est absolument réel. Et je ne peux pas dire pourquoi je sais, mais c'est comme ça. Je ne peux pas parce que bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie qu'on parle d'elles. Et voilà, donc c'est comme ça existe réellement. Donc c'est cette grande farce qui consiste à dire on est tout seul dans l'univers, et petit à petit elle se fiche. Ah bah oui. Très longtemps, mais vous savez, si vous avez eu un ovni dans votre jardin à 10 mètres de vous, vous n'avez pas besoin que le gouvernement vous explique que ça existe, vous les avez vus. Mais même, c'est pareil, je me reporte à mes 5 ou 6 ans, je savais qu'on n'était pas seul dans l'univers, et je sais pas, c'est une évidence, mais c'est comme une bouteille sur la table. Et les gens, vous savez, il y a le paradoxe de Fermi, en disant bon, les distances interstellaires sont tellement grandes que, bon, même si elles sont grandes, ils devraient déjà être là. Mais ils sont pas là, dit Fermi. Mais si, ils sont là, mon petit père. Voilà, quelqu'un qui a mal travaillé son dossier. Il est parti du principe qu'ils n'étaient pas là. Il est parti du principe que si j'étais là, ils se montreraient. Du moins, c'est exactement. Mais c'est une faute de base. Mais non, ils ne sont pas montrés, mais ils sont là. Et vous les avez rencontrés dans quelles conditions, finalement? Dans un cinéma la première fois. Ensuite, je les ai rencontrés, quelqu'un est venu. J'ai vu qu'il n'était pas d'ici, parce que j'avais des perceptions élargies déjà, et ça m'a sidéré littéralement. Et ensuite, je les ai rencontrés ensuite et avant, je les ai souvent rencontrés lors de Voyageurs du Corps, où là, on a tapé la discute, hein, comme on dit, qui m'ont expliqué le topo. Au fil des années, j'ai fini par voir l'image globale. Ça a mis un bout de temps, parce que c'était pas tous les jours, mais j'ai fini par comprendre que c'était pas ce que les gens croient en général. Moi, je pensais au début que c'était des touristes qui se planquaient un peu pour nous foutre la paix. Et puis, au début des années 2000, j'ai fait un certain voyage qui m'a bien secoué en disant putain, mais ils sont là, ils sont au milieu de nous, ils font leurs petites affaires, ils sont entre guillemets mariés avec l'humanité depuis super longtemps, donc c'est pas du tout une affaire, non, c'est un contact intime en fait entre eux et nous, leurs histoires sont mêlées aux nôtres, et une partie d'entre nous avons pris conscience de ça avec une grande lucidité. Enfin, voilà, il faut lire le bouquin, le dernier bouquin, comment il s'appelle, Présence, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Dans lequel il décrit, il rencontre une nana extraterrestre dans un hypermarché américain, et d'autres expériences de genre là. Et moi je comprends tout à fait ce qu'il décrit précisément ce que j'ai éprouvé certaines fois quand j'ai croisé des gens qui n'étaient pas issus de cette planète. C'est exactement les mêmes symptômes. Alors on prétend qu'il y a certaines races extraterrestres qui se baladent dans les supermarchés, qui passent inaperçus, c'est vrai? Oui. Alors qui ressemblent aux Nordiques. Oui, c'est vrai. Alors, une autre chose aussi, moi j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté par téléphone pour me dire qu'ils faisaient des observations. Alors il y a une personne qui se situe dans le Loiret, une autre sur la Côte d'Azur, et qui me dit qu'ils font des observations tous les soirs, et ils les voient comme des boules de lumière. Alors ils sont des fois en groupés, et avec des signaux électriques, ils arrivent à descendre. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je n'en sais rien. Il y a des formes d'existence en fait qui sont sous la forme de boules de lumière, comme vous dites. Oui, il faut pas tout rejeter a priori. Maintenant, c'est pas
c'est pas des gris qui vont apparaître sous cette forme-là, par exemple. Vous voyez, c'est pas leur mode d'expression habituel, et ni les nordiques, comme on dit. Donc, l'univers est très très vaste, et dans les fréquences voisines, il y a tout un tas de formes de vie et d'existence intelligentes sous différentes formes. Donc, ils peuvent effectivement attirer ce genre d'entité, peut-être à descendre en vibration et à pas. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Il faudrait que je le voie et que j'ai un minimum d'observations répétées pour avoir un jugement valable. Vous voyez ce que je veux dire? Un avis, mais sur quelque chose que j'ai pas vu en direct, bien sûr, que j'ai pas touché, machin, ça vaut pas grand-chose. Encore une fois, je reviens à ce que je disais au départ. Expérimentez vous-même, faites-vous votre idée après. Moi, vous me parlez d'une chose que j'ai pas vue, mais bon, je peux émettre des hypothèses et c'est tout. Ça n'a pas de valeur. On parle beaucoup de confédération galactique. Ça vous parle? Oui, c'est absolument vrai. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est comme l'ONU, mais bon, je sais que ça ressemble beaucoup à Star Trek. C'est comme ça. Ils ont une organisation de ce type-là, et par délégation de cette organisation des êtres, des civilisations intelligentes, il y a effectivement 4 races qui sont chargées de gérer cette lointaine planète qu'est la Terre, et de s'en occuper comme ils peuvent, comme ça, voilà. Donc, effectivement, c'est une espèce de filiale, une espèce de consortium qui s'occupe de cette petite planète dans cet espace reculé de la galaxie. Oui, ça existe. Il y a bel et bien une espèce de confédération, absolument, c'est vrai. C'est Star Trek, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Oui. Non, mais ça paraît logique, finalement. Pour une fois, ça paraît logique et c'est vrai. Et finalement, on dit que ces personnes de la Confédération Galactique sont autour de la planète et essayent de nous protéger. Ils parlaient du nucléaire, ils ont très très peur du nucléaire. Oui, mais c'est leur grosse préoccupation, ils vous bassinent avec ça. Quand vous les rencontrez, plutôt que d'aller boire un verre, ils vous parlent du nucléaire. Non, mais c'est tout de suite ça. Ils n'ont pas l'air d'être effrayés par le pétrole, le fait qu'on brûle ceci ou cela. Enfin, ça a l'air secondaire pour eux, mais le nucléaire, ils ont que ça à la bouche, quand ils ont une bouche. Mais oui, c'est comme ça à chaque fois. Le nucléaire, on va faire... non, c'est extrêmement... ça, c'est vraiment un truc qui les préoccupe. Et remarquez bien qu'il y a beaucoup d'apparitions d'OVNI en lien avec ou soit des expérimentations militaires, soit des usines directement, des usines qui utilisent du combustible nucléaire partout dans le monde. Donc tout ça, c'est lié. Ils apparaissent là, quand ils le font, ils apparaissent de manière délibérée. Leur vaisseau devient visible, c'est pas parce qu'il y a un accident technique ou quoi que ce soit. Non, ils se montrent délibérément. Ils se montrent, ils ouvrent ils descendent en vibration, en résumant, ou ils descendent leur bouclier, si on parle là, Star Trek, et ils disent voilà, regardez, on est là, on vous surveille, ne faites pas les cons. Parce que ce que vous avez entre les mains, c'est un peu comme de confier une bombe atomique à un gamin. Vous êtes des gamins, vous savez pas faire. C'est ça, oui. Vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire ces choses-là. D'ailleurs, on l'a vu avec Fukushima et d'autres. On a des accidents nucléaires qui peuvent être absolument catastrophiques pour la biosphère et sur des centaines de milliers d'années. Donc ça leur casse les pieds. On roule un peu de pétrole, bon, apparemment, ça les embête pas trop. Bien qu'ils sont en train de trouver des moyens. Et là, je vais vous livrer je vais vous faire un scoop, mais vous n'allez pas rebondir dessus parce que vous n'allez pas comprendre la portée de ce que je vous dis. Ils sont bel et bien là également pour nous faire évoluer technologiquement. Et récemment, au cours des dernières années, ils ont apporté une technologie qui va résoudre en grande partie nos problèmes énergétiques. Les énergies libres? Pas du tout. Non? Ils sont beaucoup plus malins que ça. Pas du tout. Mais bon, prenez tout ce qui se passe sur Internet et vous pouvez le jeter, parce que je dis pas que c'est à jeter, mais ce qui arrive, et là je vous donne une nouvelle, je vais pas rentrer dans les détails avec vous ce soir, mais c'est que quelque chose va arriver, je le sais maintenant. Il y a une espèce de géant industriel qui va naître, basé sur cette technologie, avec des levées de fonds absolument colossales. C'est en train de se faire alors je vous parle. Et tout ça, ça paraîtra naturel dans quelques années, mais il y a une nouvelle technologie qui va arriver, qui est absolument révolutionnaire, qui n'est pas du tout de l'énergie libre, qui n'est pas du tout quelque chose qui va produire de l'énergie, mais qui va résoudre 90% de nos problèmes d'énergie. Et je vous dis quelque chose d'extrêmement important, et je vous dis que c'est en cours. Et que les gens du gouvernement autour de François Hollande sont au courant. On attend avec impatience. On risque peut-être de l'annoncer au moment du sommet sur l'environnement à la fin de l'année. C'est le plan pour l'instant, si tout va bien. Donc ce que je vous dis, c'est pas neutre. Je vous assure que les choses sont en train de se faire. Et que quelque chose de l'ordre de la révolution informatique est en train de nous arriver. Non, parce qu'on a l'impression que certains ne veulent pas se séparer du nucléaire et s'accrochent vraiment... Oui, mais vous savez, c'est comme, comment dirais-je, comme le politique qui clame qu'il peut faire quelque chose pour la vie des gens. Vous savez, l'évolution de la vie des gens sur cette planète, elle s'est faite par des bons technologiques, principalement. L'esclavage a fini par mourir grâce à l'arrivée de l'électricité. On peut avoir de toute la bonne volonté qu'on veut. Si l'économie n'est pas bonne, vous n'avez rien à partager. Oui, c'est vrai. Donc les pays riches peuvent être beaucoup plus équitables qu'un pays pauvre. Il n'y a rien de plus injuste qu'un pays pauvre. Donc c'est d'abord et avant tout par l'économie, par la richesse, par la richesse produite par un pays et par l'évolution technologique que les choses se passent.
Donc le téléphone portable s'est démocratisé à grande vitesse et a supplanté les lignes téléphoniques très très vite. Tout ça, vous avez des gens en Afrique qui ont un téléphone portable à peine de quoi bouffer. Vous voyez, les révolutions viennent par la technologie. On a bloqué l'information pendant des années dans tous les pays du monde, et puis il y a eu Internet. Il n'y a rien qui peut arrêter Internet, même si vous êtes chinois ou nord-coréen, c'est pas facile. Vous devez lutter en permanence contre la diffusion de l'information. Donc l'évolution de la technologie, on va vivre une révolution technologique. Là, je vous parle dans les prochaines années, et j'espère que ça va être annoncé à la fin de l'année, sinon l'année prochaine, qui va faire que à partir de ce qu'on a déjà, plus de cette technologie-là, on va avoir une autonomie énergétique à toutes les échelles sur cette planète. Quand je dis toutes les échelles, c'est toutes les échelles, y compris si vous avez une hutte à 1000 km de tout lieu habité, et que le coût de l'énergie va progressivement tendre vers zéro, quelle que soit son origine. Donc je pèse mes mots, je vous dis quelque chose d'extrêmement sérieux, quelque chose va arriver parce que c'est en cours. Donc on attend. J'attendrai pas longtemps, j'espère. J'espère, oui, parce que franchement, là, on est quand même à bout de souffle sur cette planète. Mais non, on n'est pas à bout de souffle. On ne voit les choses que d'une manière extrêmement restreinte. Oui, je suis d'accord. Et dites-vous bien que les gens qui nous dirigent, ils sont extrêmement intelligents, ils nous connaissent extrêmement bien. Ils ont des dizaines, voire des centaines de millions d'années d'histoire chez eux et sur d'autres planètes. Nous, on regarde l'histoire et les choses avec une toute petite loupe de rien du tout, et on pense que le monde a été créé il y a 5000 ans et que tout a commencé industriellement il y a 3 ou 4 siècles. Et on se gourre complètement. Ces gens qui nous dirigent sont d'une intelligence prodigieuse, et ils nous disent-ils au compte-gouttes effectivement des évolutions technologiques qui nous paraissent être des bons prodigieux, et on va vivre un bon prodigieux, mais pour eux ce n'est rien. Et je vous affirme, Alain, que quelque chose est en route. Voilà. Ça m'étonne pas, parce que je me souviens, Nicole Dron, dans son récit de NDE, on lui avait dit qu'on avait ensemencé la Terre. Oui, bien sûr. On lui a donné plein de petits détails comme ça, enfin de petits détails, c'est quand même important, et qui se vérifient aujourd'hui, quoi. Oui, mais tout ça, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est une évidence pour ceux qui auront quand même un certain niveau d'expérience et de lucidité. Oui. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, écoutez, c'est un peu ce que je disais au début, ne croyez rien par vous-même, expérimentez. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, j'ai une page Facebook que m'a construite d'ailleurs un de mes lecteurs, un de mes jeunes lecteurs, et c'est lui qui la gère. Et je donne des informations sur cette technologie d'ailleurs dont je parle, je donne beaucoup de détails. Et je vais refaire un édito là parce que les choses évoluent. Je parle de différentes choses, dont des niveaux vibratoires, etc. Je passe du temps parce que je suis pas dans le business spirituel comme je dis, c'est vraiment je suis un chef d'entreprise, on va dire ordinaire, dans un domaine complètement différent. Mais j'ai pas toujours beaucoup de temps, mais ça fait partie de mon job. J'en ai pris conscience il y a quelque temps. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin. Donc j'ai une page Facebook, Marc Auburn officiel. D'accord. Il y a un site internet aussi, Marc-Auburn. On peut m'écrire, il y a des gens qui ne gênent pas pour le faire, donc ou sur Facebook ou sur la page internet, voilà. D'accord. Et le livre c'est 0,01%, et j'en ai écrit un autre qui s'appelle Ouragan, je suis en cours d'écriture, et qui raconte avec ma précédente compagne, qui décrit ce qu'est le karma et les conséquences sur la vie présente. D'accord, intéressant. Alors, ces livres, on peut les trouver à quelle maison d'édition? Atalante, je crois, ou Atlante, un truc comme Atlante. Sur Amazon, ils vont le trouver. Ils tapent 0,01%, ils vont trouver Marc Auburn. L'expérience de la réalité, c'est le titre. Donc voilà, le livre c'est très très vite vendu. On a fait une réédition déjà. Moi, j'ai pas écrit ce livre pour en vendre beaucoup. Il y a beaucoup de diffusion par Kindle, d'après ce qu'on m'a dit. J'ai diffusé ce livre, j'ai diffusé l'information plutôt. Voilà ce qui est. Ce dont je suis sûr. Voilà, c'est pas un livre de croyance. Ce dont je suis sûr moi. Maintenant, c'est pas la somme de toute la vérité, c'est sûr. Mais voilà, c'est beaucoup narratif, c'est très narratif. C'est-à-dire que j'explique précisément ce qui m'est arrivé. C'est un peu, ça peut être fastidieux, mais non, je décris des expériences concrètes, réelles, et de manière extrêmement précise. C'est ce que les gens cherchent, sortir de la croyance pour arriver vers la réalité des choses. Voilà, c'est le titre du bouquin, c'est le titre, l'expérience de la réalité. Il n'y a que ça qui rend. Ne croyez rien, expérimentez par vous-même, et ne croyez pas non plus ce qu'il y a dans mon bouquin. À partir du moment où vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez le vérifier. Mais il n'y a rien à croire, sinon vous allez continuer à vous faire promener par les religions, le monde politique, le monde économique, etc. Expérimentez par vous-même. Oui, tout à fait. De toute façon, on mettra le livre sur le site de la radio. D'accord, alors. Merci Marc Auburn d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était un véritable plaisir, et à très bientôt, j'espère. D'accord, Alain, merci, bonne soirée. Fréquence Évasion.